L'histoire de la découverte des éléments est un monde fascinant. Dalton avait présenté en 1803 6 éléments qu'il avait démontrés comme différents et constitués d'atomes. Avant lui, on connaissait bien évidemment d'autres éléments, qu'on appelait à l'époque des corps simples. Mais personne n'avait prouvé de manière expérimentale que ces éléments étaient constitués d'atomes. Il y avait donc des chimistes qui devaient enseigner à leurs élèves des découvertes de nouveaux éléments, et on se demandait comment procéder. En ordre alphabétique? En ordre de découverte? C'est dans ce balbutiement que Lavoisier, en 1789, propose la classification suivante. Tu remarqueras que dans cette liste, on retrouve entre autres la lumière et la chaleur. Ce sont des exemples de connaissances qui ont évolué grâce à Dalton. À cette époque, on mélangeait plusieurs concepts dans ce terme « corps simple ». Lorsque Dalton confirma la présence des atomes et la possibilité de déduire leur masse par différentes expériences scientifiques, on vit apparaître des dizaines de modèles de classification des éléments. En 1860, Champ-Courtois propose un modèle en spirale. On avait identifié à ce moment-là 60 éléments différents. Il les place en ordre croissant de masse et le hasard fait que les éléments aux propriétés semblables se superposent dans son cylindre. En 1864, 2 nouveaux éléments s'ajoutent à la liste. Newland propose l'idée qu'il existe des regroupements de 8 éléments et que chaque regroupement suivant serait une espèce de reproduction de la précédente avec des masses plus grandes, à la manière des notes de musique. La même séquence, mais de plus en plus aiguë ou de plus en plus grave. C'est ce qu'on va appeler le regroupement des octets. En parallèle de ces 2 scientifiques européens, un Russe au nom de Mendeleïev fait les mêmes constatations. À cette époque-là, tu dois comprendre que les discussions entre les scientifiques étaient beaucoup plus hasardeuses. On n'avait pas d'ordinateur, donc c'était beaucoup plus lent pour que les différentes équipes puissent se parler. Donc c'est pour ça qu'il y avait plusieurs chercheurs qui faisaient le même genre de découverte dans des endroits très éloignés sur la planète, le temps que chacun publie ses découvertes. C'est là qu'on remarquait qu'il y avait plusieurs équipes qui travaillaient sur la même chose. Ça avait le désavantage justement de rendre les découvertes plus lentes, mais au moins on avait des confirmations de ces découvertes-là, parce que si des groupes de chercheurs dans des pays différents font la même découverte, ben ça prouve que cette découverte-là, elle est solide. Donc, Mendeleïev a procédé à sa propre classification, qui ressemblait quand même à celle de Champ-Courtois, et remarque qu'il y a des trous en fonction des propriétés qu'il a observées. Et que dans ces trous, c'est sûrement pas un vide. La nature a horreur du vide. Donc, il s'est dit que s'il connaissait un élément qui avait une masse de 32, puis un qui avait une masse de 35, probablement qu'il y avait un élément qui avait une masse de 33, mais c'est juste le fait que je le connaissais pas encore. Donc, dans sa classification, lui, il a laissé des trous. En 1875, on va découvrir le gallium, qui est dans notre tableau périodique le numéro 31. Cet élément-là a permis de remplir un des trous laissés en toute connaissance de cause par Mendeleïev en se disant « Ici, il y a un élément, c'est certain, mais je ne le connais pas encore. » Non seulement la masse du gallium concordait avec les éléments qu'on avait laissés autour, mais en plus, ses propriétés aussi respectaient ce que Newman avait un peu énoncé, c'est-à-dire la règle de l'octet un petit peu plus tôt. À ce moment-là, on va vraiment accorder tout le crédit aux Russes. C'est-à-dire que lorsqu'il avait fait sa classification, il avait laissé un trou vide et il avait fait la description de l'élément qui, éventuellement, remplirait cette case-là. Et tout ce qu'il avait décrit s'est avéré exact dans l'élément gallium. Depuis la mort de Mendeleïev en 1909, le tableau a bien évidemment s'est adapté aux nouvelles découvertes pour finir par avoir l'allure qu'on connaît aujourd'hui. Pour son travail qui a marqué vraiment un tournant dans l'histoire de la chimie, il occupe la position 101 dans le tableau périodique. On remarquera que les éléments sont classés selon 2 dimensions. Les lignes de gauche à droite proposent une classification selon la masse atomique, qu'on appelle les périodes. Et les colonnes de haut en bas classent les éléments selon leurs propriétés. C'est ce qu'on appelle les familles.
Nous n'irons pas vraiment plus loin dans l'étude du fonctionnement du tableau périodique. On en reparlera dans la série UM4. Dans le tableau, on retrouve de nombreuses informations. Au premier regard, on remarque que 3 états de la matière sont présents. Ici, les éléments solides à la température de la pièce. On remarque que c'est la majorité des éléments. On a aussi quelques éléments liquides et une série d'éléments gazeux. On remarque aussi la mention synthétique, c'est-à-dire que c'est des éléments qui n'existent pas dans la nature, ils ont été créés en laboratoire. On peut donc confirmer qu'il y a 94 éléments naturels, que tout ce qui entoure est issu d'un mélange de un ou plusieurs de ces 94 briques, fabriquées, je te le rappelle, quelques secondes suivant le Big Bang. Ce tableau périodique t'informe d'ailleurs sur la provenance astronomique de chaque élément. Regardons aussi une case de ce tableau. Chaque case est faite de la même manière, elle comporte un symbole, le nom de l'élément, son numéro atomique et sa masse atomique. Regardons un peu plus en détail chacun de ces éléments-là. On a d'abord le symbole. Le symbole est ce qui représente le plus souvent l'élément du tableau périodique. Il est constitué de une, deux ou exceptionnellement 3 lettres, dont la première est toujours majuscule. Les symboles chimiques sont déterminés à partir du nom d'origine de l'élément, qui est souvent en grec ou latin, et sont universels, c'est-à-dire que peu importe la langue du chercheur, il utilisera le même symbole. On a parfois la chance que le nom latin et celui français soient très rapprochés, rendant l'identification facile, comme hélium, qui vient de hélios pour le soleil, Al pour aluminium, qui vient du grec alumen, qui signifie amer, du goût de l'alun. D'autres sont moins intuitifs. N pour azote, qui vient du grec nitrogénium, qui signifie produit du salpêtre, qui est un explosif. Ou le K pour potassium, qui vient de gallium, d'origine arabe, qui signifie cendre de végétaux. Le W pour le tungstène vient de wolfram, du néerlandais loup, en référence à la couleur de cet élément. En plus du symbole, on retrouve le nom. Le nom, comme dit à l'instant, est souvent d'origine latine ou grecque, mais peut être aussi d'autres origines selon le découvreur de l'élément. Le platine vient de l'espagnol plata, qui veut dire argent. Le découvreur était espagnol. Les noms sont souvent attribués en fonction des caractéristiques de l'élément découvert, mais parfois ce n'est pas le cas. Le gallium, par exemple, tire son nom de Gallus, qui veut dire coq. Pourquoi? En fait, le découvreur s'appelait Monsieur le coq des bois. Thorium s'appelle ainsi en l'honneur de Thor, l'Avenger, car lorsqu'on frappe le thorium avec de l'acide, cela produit des étincelles comme le dieu du tonnerre. Le titane fait référence au titan de la mythologie grecque. Les éléments synthétiques, pour leur part, sont nommés d'après des chercheurs célèbres, comme le curium ou l'angstanium, des lieux importants dans la découverte chimique, californium, berkelium, qui est en l'honneur d'une université Berkeley en Californie, le moscovium, Moscou, la capitale de la Russie, en l'honneur de Mendeleïev, mais il y a eu beaucoup de recherches sur les éléments synthétiques à l'intérieur de la Russie. L'europium, l'américanium sont d'autres exemples. Les éléments les plus utilisés ont tendance à être renommés dans le langage d'usage. Par exemple, l'azote va être appelé nitrogène en anglais. On retrouve également le numéro atomique. Le numéro atomique est en ordre croissant, des nombres entiers uniquement, qui représentent le nombre de protons dans le noyau de l'élément. Encore une fois, on verra en UM4 qu'est-ce que ça représente, ces protons-là. La masse atomique représente pour sa part la masse de l'élément par rapport à la masse de référence du carbone, qui a été fixée à 12 unités de masse atomique. D'autres tableaux vont plutôt utiliser la masse molaire atomique, qui sera plus précise. Mais tu verras, la variation sera au niveau des décimales, donc pas vraiment importante dans notre cas. En résumé, nous avons vu l'organisation des différents atomes dans ce qu'on appelle le tableau périodique, qui est une façon simple de classifier et d'étudier les différents éléments qui ont été découverts. Ils sont présentés en ordre croissant de masse,
et organisés en différentes colonnes qui représentent les caractéristiques de ces éléments. À l'intérieur du tableau périodique, on retrouve le symbole, le nom, le numéro atomique et la masse atomique de l'élément. Dans le prochain épisode, nous jouerons avec les différentes cases de ce tableau périodique pour former ce qu'on appelle des molécules.